Madame, Monsieur, bonsoir. Une émission spéciale entrepreneuriat ce soir avec le lancement d'un nouveau programme baptisé Anna Moukawil à l'initiative du ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Un programme qui se veut novateur et ambitieux car il cible 100 000 entrepreneurs à l'horizon 2026. 100 000 entrepreneurs en devenir, mais ce chiffre englobe aussi les chefs d'entreprise des entreprises déjà existantes. Ce n'est pas le premier programme gouvernemental destiné à encourager l'acte d'entreprendre ou encore à soutenir la TPE. Alors, qu'est-ce qui fait son originalité et qu'est-ce qui garantirait son succès ? L'ingénierie est là, le budget et l'offre aussi. Comment cette dernière sera déclinée sur le terrain ? Dans sa mise en œuvre, l'ANAPEC est mise à contribution. Comment assurer la transparence, la création de valeur surtout et la création d'emploi. Quelle est la responsabilité de l'entrepreneur ? Quelle concertation entre les départements gouvernementaux pour appuyer la TPE ? Le nouveau modèle de développement a tracé le chemin pour l'entreprise marocaine efficiente. Il s'agit de déconstruire l'économie de rente, transformer la culture entrepreneuriale, développer l'esprit d'entreprise ou encore assurer la transparence financière et fiscale des entreprises. Ce nouveau programme est-il en alignement avec ces recommandations du nouveau modèle de développement? Réponse dans cette émission. Et en parlant de finances et de fisc, l'accès au financement relève du parcours du combattant pour le chef d'entreprise et pour l'auto-entrepreneur. Eh bien, la loi de finances actuelle est loin d'être incitative. Comment remédier à cela ? Comment vous qui nous regardez, dont l'entreprise a besoin d'un coup de pouce, vous pourrez bénéficier de ce nouveau programme Anna Moukawil ? Je reçois pour répondre à vos questions le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Bonsoir Younes Khoury. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions. Merci à vous. Anna Moukawil, donc traduisez, je suis entrepreneur. Alors bien sûr, quand on a l'esprit d'entreprise, on est prêt à travailler dur, on est patient et surtout, on reste très focus pour atteindre les objectifs. Vous étiez, monsieur le ministre, dans une vie antérieure, vous-même, entrepreneur. Alors d'abord et en introduction, la définition, selon vous, du profil type de l'entrepreneur et selon vous aussi, où se situe le rôle de l'État pour cet entrepreneur marocain. Encore une fois, merci pour l'invitation et très ravi de pouvoir partager avec vos téléspectateurs les nouveautés de ce programme, mais surtout effectivement la politique publique du gouvernement de notre pays en ce qui concerne l'entrepreneuriat et la petite entreprise en particulier. Vous savez, je ne voudrais pas donner une définition académique de l'entrepreneur, mais je voudrais peut-être donner une définition peut-être sociale ou populaire de l'entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un d'abord qui a pris une décision dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui a décidé d'entreprendre. Et ce n'est pas forcément une décision qui s'accompagne par le luxe des bureaux, des moyens, de la logistique, des accès, de l'argent, c'est-à-dire des rentrées d'argent. C'est une décision qui s'accompagne par un certain nombre de freins, de problématiques que l'entrepreneur vit au jour le jour. La première, et qui définit très bien, à mon sens, l'entrepreneur, pour l'avoir été, et j'espère pouvoir l'être en tout cas, le rester en mindset, c'est d'abord aucune garantie que vers la fin du mois, la rentrée d'argent tant espérée, le salaire sera là. Et c'est le doute sur la capacité à payer des charges, c'est le doute pour un entrepreneur qui a fondé une famille, de pouvoir entretenir la famille en bonne et due forme. Et ça engendre plein de problèmes dans les contours de la vie d'un entrepreneur qui prennent énormément d'énergie, d'explication, et il est en perpétuel effort pour prouver qu'il existe. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut créer de la valeur, certes, qui veut gagner de l'argent, qui a de l'ambition, qui veut peut-être une forme de liberté dans la façon de gérer son temps, dans la subordination qu'il ne voudrait peut-être pas par rapport à des chefs, mais c'est surtout quelqu'un qui opère un trajet en solitaire, car des fois il ne dort pas, il doit chercher les opportunités là où elles sont,
Des fois, il est outillé, des fois, il ne l'est pas. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui honore la société, qui honore son pays et surtout qui honore son époque. Alors vous dites qu'il est solitaire. Du coup, ça me ramène vraiment à cette question, à la deuxième partie de ma question, ce qui est un État qui se veut social. Où se situe le rôle de l'État dans cet acte d'entreprendre aujourd'hui, en 2023, Younes Khoury? Oui. Bon, si on regarde, on fait une sorte de coupe longitudinale, comme disent les chercheurs, sur les dernières années, ou sur les dernières décennies dans notre pays, mais bien dans d'autres pays aussi, on trouve que l'essentiel des politiques publiques en matière d'entrepreneuriat, si elles existaient, elles ont focalisé sur l'emploi. Donc l'entrepreneuriat a rarement été considéré pour ce qu'il représente. L'entrepreneuriat a été considéré pour les opportunités d'emploi qu'il permet de générer. Et comme la problématique phare du Maroc et d'un certain nombre de pays a toujours été le chômage chez les diplômés, c'est-à-dire cette courbe incompréhensible de dire que si vous faites plus d'études, vous avez plus de chances de ne pas trouver un job, en tout cas qui correspond à vos qualifications. Et donc l'idée a toujours été de pousser les gens à faire de l'entrepreneuriat à partir d'études bien robustes, etc. Or, avec la réalité et la donne de l'informel que l'on connaît, avec la réalité aussi du marché, parce que pour être entrepreneur, il faut énormément de modestie. Pour vendre, il faut vraiment se plier, comme on dit, aux exigences du client quand il existe et du prospect quand ce n'est pas encore un client. Donc c'est aussi un état d'esprit qui est difficile à concilier en général avec des études très très poussées et avec des attentes sociales chez la personne de trouver un job avec des avantages et des accès que l'entrepreneur doit construire, contrairement à un non-entrepreneur dans l'entreprise pour lequel l'entreprise fournit un environnement de travail, un rang social, on va dire les choses comme ça. Donc pour rester sur le soft de votre question, l'État se doit d'abord d'afficher une volonté claire pour dire que l'entrepreneuriat est un choix pour la société marocaine. C'est un choix qui n'est pas par dépit, c'est un choix qui n'est pas là pour ceux qui n'arrivent pas à trouver l'emploi salarié. C'est la réalité aujourd'hui. C'est l'enquête que nous avons menée, la toute dernière enquête qui a porté sur quelques milliers de personnes avec une représentation selon les critères du HCP qui touche 7 millions de personnes, donc représentative. Elle nous sort effectivement des chiffres un peu incroyables. Elle nous sort le fait que 53 ou 54% de ceux qui se déclarent être entrepreneurs aujourd'hui ne le sont pas par choix. Ils le sont parce qu'ils n'ont pas trouvé l'emploi salarié. Donc, alors que l'entrepreneuriat devrait être une vocation. Deuxième chose que nous sort effectivement cette enquête, puisqu'on y est, c'est que peut-être plus de 75% de ces gens-là déclarent opérer d'une façon ou d'une autre dans le secteur informel. C'est-à-dire, ils reconnaissent qu'une partie de leur activité ou de leurs activités, dépendamment de la façon d'opérer, ne sont pas pleinement soit déclarées, soit conformes aux lois en vigueur et ne sont pas toujours justifiées par des actes juridiques, fiscaux, etc. Donc, ceci nous interpelle déjà par rapport à la vocation et quand vous regardez les chiffres qui nous viennent d'ailleurs, c'est-à-dire de la fiscalité, etc., vous trouvez que, ou des déclarations, vous trouvez que nous avons des nombres importants d'entreprises. 74% des emplois qui sont fournis par les entreprises le sont par des très petites entreprises. Et donc, on est obligé de reposer la question et de dire tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est comme ça. Surtout que l'enquête sort aussi cette information très précieuse, comme quoi beaucoup de nos entrepreneurs n'ont pas un niveau d'éducation et de formation suffisamment évolué pour pouvoir faire vivre, acquérir les outils
de gestion, mais également de commercialisation et de repositionnement de leur chaîne de management. Et donc, c'est ce qui explique une certaine forme de manque de dynamisme ou des problèmes réels au niveau des très petites entreprises. Donc, le profiling de l'entrepreneuriat au Maroc nous permet aujourd'hui de sortir des sentiers battus et de dire il nous faut une politique d'abord qui affiche un courage. L'entrepreneuriat est un choix de société, donc, mais il faut que cela soit un choix. Alors, il faut que cela soit un choix. Vous parlez de profiling, vous parlez d'études. Vous avez parlé des politiques publiques des dernières années, voire des dernières décennies, parce que ça remonte, surtout. Il y a eu beaucoup de programmes, Monsieur le Ministre. Ce n'est pas le premier, je n'ai pas envie d'être pessimiste, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de programmes qui se sont suivis, d'initiatives, pour justement encourager l'entrepreneur ou pour aider les entrepreneurs déjà existants. Or, et les chiffres en témoignent, vous en avez parlé, on parle de plusieurs centaines de milliers d'entreprises, mais on parle aussi de 12 000 entreprises défaillantes, par exemple pour l'année 2022, et là on parle de 99% d'entreprises défaillantes, ce sont des TPE. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que vous vous êtes basé sur ce constat chiffré d'études et d'enquêtes sur le terrain pour mettre en place ce programme Ana Mouqawil, parce que c'est l'actualité, c'est ce qui vient d'être lancé. Et si vous pouvez nous donner des exemples concrets en quoi cela va réellement répondre aux urgences, contrairement à d'autres programmes, il faut le dire, qui ont échoué. Ils n'ont pas tous échoué, ils n'ont pas échoué à 100%, mais l'échec est là, en témoigne ce taux de chômage, notamment chez les jeunes diplômés, qu'on n'arrive pas à faire descendre, malgré tout le courage du monde. Écoutez, la réalité économique est ce qu'elle est. Elle subit un certain nombre de soubresauts de l'économie mondiale, de l'offre et de la demande. Nous sommes dans une économie de marché, mais ce gouvernement a pris la décision, qui est conforme aux instructions de Sa Majesté que Dieu l'assiste, de bâtir ou de consolider la construction de l'État social. Alors, un État social déjà, je vais en dire un petit mot avant de bifurquer sur votre question. Un État social, le concept d'État social a évolué dans le temps. Il est peut-être synonyme d'assistanat chez quelques-uns, mais pour nous, c'est un État social actif, c'est-à-dire qui doit donner les moyens aux personnes de la société pour pouvoir prendre leur avenir en main. Et les entrepreneurs en font partie. Alors concrètement, un entrepreneur a besoin de quoi ? Le diagnostic est connu. Un entrepreneur a besoin d'accès au marché. À la commande publique. À la commande publique, mais également à la commande privée. Parce que le marché intra-privé, secteur privé, est énorme. Et beaucoup de choses se passent là-bas. Énormément de choses se passent là-bas parce qu'une entreprise dans le privé n'est pas obligée de passer par une procédure d'appel d'offres. Elle choisit qui elle veut en fonction de son cycle, de ses affinités, etc. Et c'est là que ça se passe. Parce que si ça ne se passe pas là-bas, avec l'objectif du NMD, du nouveau modèle de développement, d'inverser la tendance en matière d'investissement des 2/3 qui sont aujourd'hui opérés par le public pour qu'ils soient opérés dans le privé, imaginez 2/3 d'investissement dans le privé sans population d'entreprises, de petites entreprises qui vont employer des gens et qui ont accès à ces marchés selon des règles de transparence, etc., imaginez le tort. Donc, les marchés, l'entrepreneur a besoin de financement, donc il y a une offre de financement, mais il est toujours, des fois, en décalage avec les besoins des petites entreprises. Elle est bonne pour la moyenne entreprise, elle est très bonne pour la grande entreprise. Mais pour la toute petite entreprise, les besoins sont différents. C'est difficile pour une petite entreprise. Une petite entreprise n'a pas besoin forcément de machines. Elle ne vous ramènera pas, si vous êtes banque, une facture pour que vous payiez la machine qui a été acquise, ou le terrain, ou le local, qui est en lui-même une partie de la garantie. Une toute petite entreprise a besoin de fonds de roulement pour payer des gens, parce qu'elle sous-traite, parce qu'elle travaille en réseau. Vous avez évoqué un chiffre par rapport à l'accès au financement, si vous le permettez, Monsieur le Ministre, lors de votre passage devant les conseillers, à la Chambre des conseillers, c'était en janvier dernier, un chiffre vraiment alarmant. Très bas. À peine 12% de ces toutes petites entreprises ont accès au financement dans notre pays. Il y a une grande question là-dessus. Et ça interpelle effectivement par rapport à la structure du capital et qui devient encore plus compliquée
pour les entreprises physiques qui ont besoin par la suite de faire des transmissions, etc. Mais l'idée globalement, c'est que nous avons un certain nombre de contraintes qui sont posées et qui ne permettent pas à la petite entreprise de démarrer. Donc ce programme, effectivement, comme vous l'avez bien souligné, il ne vient pas pour créer 100 000 nouvelles entreprises. Nous en avons déjà beaucoup. Ce programme, il vient pour appuyer en grande majorité les entreprises existantes, les auto-entrepreneurs, une population qui n'a jamais bénéficié d'offres et qui en bénéficiera pour la première fois, les unités économiques qui travaillent dans l'informel, pour les appuyer à travers un certain nombre d'offres nouvelles. Et le plus important, ce sont des offres territorialisées. C'est un programme qui va servir également de test grandeur nature, parce qu'on n'est pas en train de faire un pilote pour 5 000 ou 10 000 entreprises, c'est quand même 100 000 personnes. Non. Et c'est énorme, mais on en a les moyens, on en a les capacités. On ne l'a lancé qu'après avoir formé les ressources humaines, préparé le système d'information et organisé les agences, notamment de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences. Mais naturellement, ce n'est pas au sein des structures administratives que ça va se faire, c'est avec des partenaires. Et nous avons un plan très ambitieux. Mais l'idée, c'est de se compléter avec les programmes existants en offrant des services que personne d'autre n'offre, par exemple. Voilà, justement. C'est pour ça que je disais dans mon introduction, qu'est-ce qui fait l'originalité de ce programme Anna Mouqawil, Monsieur le Ministre, en sachant qu'il y a une panoplie de programmes. Oui. Il y a deux choses qui font l'originalité de ce programme. D'abord, la nature des offres de services que nous avons montées et qui est évolutive d'ailleurs. Évolutive. Pour la première fois, l'auto-entrepreneur bénéficie d'une formation, d'un chèque formation. Un auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui génère sur une année un chiffre d'affaires de moins de 200 000 dirhams pour les services et de moins de 500 000 dirhams pour l'industrie. Un auto-entrepreneur doit pouvoir continuer sa formation au sein de l'Office de la formation professionnelle ou au sein de l'un des prestataires dans le cadre des conventions que nous avons signées pour pouvoir appuyer sa formation métier, mais également avoir des formations en matière de digital, etc. Deuxièmement, un chèque conseil, c'est-à-dire qui lui permet de structurer son travail. C'est pas la formation, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Un chèque conseil qui lui permet de structurer son approche business et, par exemple, d'acquérir, ou de se préparer pour être sur une plateforme digitale de e-commerce, parce que pour pouvoir atteindre des cibles qui ne sont pas à côté, il va forcément devoir être visible à travers le net. Les entreprises de l'informel, et c'est un grand sujet que nous avons, auront pour la première fois la possibilité de bénéficier d'un chèque loyer. Parce que pour les aider à sortir de l'informel vers le formel, il va falloir qu'ils disposent d'un local. Et donc on fait un programme très ambitieux, on donne l'équivalent de 10 000 dirhams par an. C'est significatif dans les petites villes, dans le périurbain, à tous ces gens-là qui veulent se stabiliser pour pouvoir faire un travail de qualité. Pour les TPE qui ont un chiffre d'affaires au-delà d'1 million de dirhams, qui n'est rien pour une petite et très petite entreprise, on leur donne un chèque conseil qui va jusqu'à 100 000 dirhams par entreprise. Donc, et à cela, pour la première fois, on package un certain nombre de mesures pour alléger les autres charges de ces entreprises. Je vous donne un exemple. Le programme Aourash 2, que nous avons lancé cette année-là, il permet à ces très petites entreprises, et c'est prévu dans la circulaire du chef du gouvernement, une très petite entreprise qui veut recruter quelqu'un, elle a la possibilité de le recruter et on lui donne 1 500 dirhams comme prime à l'emploi par mois, par personne, sur 9 mois. D'accord ? À condition qu'elle garde cette personne pendant 12 mois. Et donc imaginez une très petite entreprise qui a besoin de recruter quelqu'un et cette personne, en plus de cette prime qu'on donne à l'entreprise, qui se rajoute au loyer dont je vous ai parlé et qui se rajoute à tout ce que je vous ai dit, elle peut bénéficier également d'un budget pour la formation qualifiante. C'est-à-dire, la petite entreprise va prendre la personne, elle va dire « Moi, j'ai besoin de former cette personne sur un métier qui m'intéresse » et on prend cette formation en charge. Ce n'est pas moins de 3 milliards de dirhams que nous avons mobilisés entre Anna Mouqawil et les politiques de contour, c'est-à-dire les mesures de l'emploi que nous avons à côté. Aourash 2. Aourash 2, nous avons Ta'hil, nous avons Idmej, nous avons Tahfiz. Mais on ne va plus parler ce langage aux entrepreneurs, c'est-à-dire c'est une offre packagée. Quand une petite entreprise
débarque, elle sait qu'elle a une panoplie de services à sa disposition et c'est fondamental. Et donc, une entreprise, par exemple, qui est née entre 2015 et 2026 peut bénéficier du programme Tahfiz, qui est un programme à 88% destiné aux très petites entreprises. Qu'est-ce qu'il permet, ce programme? Il permet une exonération d'impôt sur le revenu jusqu'à hauteur d'un salaire de 10 000 dirhams. C'est énorme. Elle permet... C'est l'État qui paye à la place? C'est une exonération. Mais l'État paye à la place les charges sociales qui sont chères. C'est pas moins de 20% du salaire. C'est-à-dire la part patronale que l'entreprise doit payer quand elle paye une ressource, c'est l'État qui va la payer. Et pour des entreprises nouvellement créées, entre guillemets, entre 2015 et 2026. Donc, vous voyez que nous avons fait deux choses. Un, nous avons une offre avec des services nouveaux, concrets, proches de nos concitoyens. Deux, nous avons packagé notre offre pour pouvoir impacter la trésorerie de la très petite entreprise. Ce sont des aides de l'État directement ciblées pour la toute petite entreprise. Pour la toute petite entreprise, mais qui touchent les différents postes de charge, si je puis me permettre. Par exemple, pour les très petites entreprises aussi, on peut les aider pour structurer leur comptabilité, parce que c'est rarement... Parlant de comptabilité, Monsieur le Ministre, cette question, je l'ai déjà adressée à plusieurs professionnels d'ailleurs. Vraiment. Qu'est-ce qu'une petite entreprise? Qu'est-ce qu'une TPE aujourd'hui, Monsieur le Ministre? Qu'est-ce qu'une TPE marocaine? Parce que le débat n'est pas propre à notre royaume. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que, justement, dans le cadre de ce programme, comment avez-vous défini la TPE? Parce que vous avez parlé justement d'entreprises ciblées dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 1 million de dirhams. Mais en gros, c'est quoi une TPE? Non, une TPE, c'est un travail qui est en cours. Parce que ce que je vous ai peut-être pas dit, là nous avons sorti le programme, mais nous avons quand même des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Très bien. Et le programme permettra d'animer cette dynamique de l'État marocain, du gouvernement marocain en la matière. D'abord, la seule loi qui existe, c'est la charte de la petite et moyenne entreprise, qui date quand même d'un certain nombre d'années et qui ne définit pas la très petite entreprise. Nous nous dirigeons vers une définition de la très petite entreprise par le chiffre d'affaires qui doit être moins de 10 millions de dirhams. C'est la très petite entreprise et ça englobe l'essentiel de notre tissu économique. Et nous avons besoin de cette définition, pas pour le luxe de l'avoir. Nous avons besoin de nous avons besoin de cette définition pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que nous préparons d'ici la fin de l'année un décret dédié à une autre catégorie de mesures qui viendront s'ajouter à ce que je viens d'annoncer, qui est l'investissement chez la très petite entreprise. Et c'est un décret qui est prévu par la charte de l'investissement présentée devant Sa Majesté, que Dieu l'assiste, un chantier phare du gouvernement, suivant les instructions de Sa Majesté, pour définir quelle est la nature des dépenses qui pourraient correspondre à des investissements pour les très petites entreprises qui sont rarement financés par le secteur bancaire. À titre d'exemple, ce que nous avons aujourd'hui, c'est les investissements au-delà de 50 millions de dirhams. Donc on ne parle pas de petites entreprises ou de très petites entreprises, et pour lesquelles l'État marocain offre quelque chose de très important qui peut aller jusqu'au financement du 30% du CAPEX de ces entreprises-là, moyennant un processus assez décentralisé. Donc, en gros, nous avons un programme qui ne vient pas créer 100 000 nouvelles entreprises, qui vient capitaliser sur ce qu'on a, qui vient encourager ceux qui ont pu traverser la Covid-19 et qui souffrent aujourd'hui. C'est un programme qui vient offrir des services vraiment très ciblés. C'est un programme territorialisé, parce que l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences, et c'était un critère important pour loger ce programme au sein de cette agence-là, est l'une des rares agences gouvernementales qui dispose d'espaces physiques au niveau provincial. Le reste, c'est généralement au niveau régional. Donc nous en avons 90, il y a un plan pour aller jusqu'à 300. C'est pour cela que déjà l'année dernière, nous avons opéré, avec le chef du gouvernement, la transformation de cette agence que nous avons réformée. Comme le Maroc est très ambitieux en matière d'emploi, d'entrepreneuriat, de petites entreprises, il a fallu déjà réformer cette agence, créer ces antennes régionales, ou les appuyer, parce qu'elles existent déjà pour l'intermédiation, mais pas forcément pour l'entrepreneuriat, créer une direction qui va gérer et animer ce sujet, mais nous ne voulons pas tomber dans je dirais, les démarches administratives abusives. Nous sommes... Parce que c'est ce qui décourage, j'ai envie de dire, aussi l'acte d'entreprendre. Ce sont les démarches administratives. Pour nous, c'est des partenariats. Effectivement, pour nous, c'est des partenariats avec ce qu'on appelle des Business Development Services, des BDS. Nous avons fait un calcul, parce qu'il faut un ratio. Si vous voulez avoir 100 000 entrepreneurs que vous aidez, il va falloir sourcer environ 350 000.
Parce que pour arriver à 100 000, il faut avoir touché environ 350 000 avec une clé de répartition sur les unités de l'informel, sur l'auto-entrepreneur, sur la TPE. Bien. Alors, et après, vous avez des scénarios qu'on a élaborés pour dire, pas sur ces 100 000, c'est quoi les emplois qui vont générer. Parce qu'on a quand même une équation de l'emploi dans notre pays. On privilégie l'entrepreneuriat comme acte, mais derrière, nous voulons aussi soutenir l'emploi. Combien? Typiquement, nous avons un ratio minimal de 2,5, c'est-à-dire ça va être 250 000 emplois, mais en étant optimiste, on peut aller jusqu'à 300 ou 350 000 emplois. C'est une moyenne de 3,5 par très petite entreprise, et je parle des entreprises typiquement qui sont entre 500 000 et 1 million de dirhams de chiffre d'affaires et qui pourraient faire l'affaire. Donc vous voyez que notre objectif est aussi un objectif de l'emploi, mais on voudrait, comme on dit en français, prendre le taureau par les cornes, être très volontariste et mettre en place une dynamique qui va aussi mobiliser les acteurs. Alors, c'est très ambitieux, Monsieur le Ministre. Alors, le budget est là. Oui. Vous avez parlé de 3 milliards de dirhams. Je ne vous aurais pas parlé si le budget n'était pas là. On a passé beaucoup de mois à travailler sur le budget, sur l'ensemble de ces mesures-là. Oui. Comment sera-t-il financé, ce budget, Monsieur le Ministre? C'est le budget de l'État. Nous avons ce qu'on appelle un fonds, un compte d'affectation spéciale qui est le fonds de la promotion des jeunes. C'est un fonds qui finance l'ensemble des initiatives, je dirais, en relation avec l'emploi en général, dans lequel nous avons fait une écriture comptable et nous avons prévu ce qu'il a fallu prévoir. Et toutes mesures confondues, nous sommes aux alentours de 3 milliards de dirhams, y compris les mesures de l'emploi en faveur de la très petite entreprise. Et j'exclus naturellement ce qui pourrait venir par la suite dans des lois de finances, dans de prochaines lois de finances, sur le plan de la fiscalité notamment. Comment? Alors, nous y reviendrons sur ce plan de la fiscalité, notamment chez l'auto-entrepreneur, et je le disais dans mon introduction, Monsieur le Ministre, comment ce budget sera déployé, être sûr qu'il sera utilisé à bon escient? On connaît l'une des faiblesses des autres programmes, c'est que l'argent qui est déboursé par l'État, avec toute la bonne intention, nous ne remettons pas en cause l'intention de l'État, mais il n'est pas utilisé pour créer de la valeur et créer de l'emploi. Comment ce programme d'Ana Moukawil sera déployé en faveur de la création de l'emploi, les 250 000 quand même à l'horizon 2026, c'est quand même un chiffre conséquent, et être sûr que ce sera transparent et que la bonne gouvernance, ce fameux concept de bonne gouvernance sera appliqué pour éviter les erreurs et les échecs des autres programmes. Oui, la question de la dépense budgétaire est importante. De l'accountability, la reddition des comptes est fondamentale et nous sommes là pour ça. Vous avez sûrement écouté, monsieur le chef du gouvernement, dernièrement à la Chambre, des conseillers parlaient de déconcentration. Si vous voulez que des programmes fonctionnent, il faut que ça se passe au niveau local. Premier critère de base. Donc pour nous, nous avons devancé effectivement cette problématique-là en travaillant sur nos agences de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences, en les dotant des moyens et notamment pour pouvoir effectuer ce qu'il y a lieu d'effectuer en matière de paiement. Parce que c'est la proximité qui donne la performance. Et nous avons le cas d'Aourache qui est un succès. C'est pas parce que... Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Est-ce qu'il y a eu une auto-évaluation justement d'Aourache 1 avant de lancer Aourache 2? C'est très simple. Aourache 1, l'auto-évaluation était programmée le jour de son lancement parce qu'on était en auto-évaluation permanente. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout le budget que nous avons mobilisé pour Aourache 1, par exemple, qui était de 2,25 milliards de dirhams, nous l'avons donné à personne. Personne n'a eu de l'argent entre ses mains. Je parle des instances, des conseils, nous l'avons mis à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Et nous avons dit aux employeurs, qu'ils soient sociétés civiles ou entreprises, selon les produits d'Aourache, parce qu'il y a des sous-produits, une fois vous employez les gens, vous les déclarez à la Caisse nationale de la sécurité sociale, dans le portail, comme se font toutes les déclarations des employeurs, ce n'est qu'à ce moment-là que ces gens-là sont payés directement sur leur compte. Donc c'est alors que, je dirais, d'autres programmes avaient d'autres façons de payer les salaires, etc. Donc d'abord, pas de cash qui circule. Deuxièmement... C'est pareil pour Ana Moukawil? Mais bien sûr. Il n'y a pas de cash qui est donné au chef d'entreprise? On ne peut pas être dans des logiques de cash. Ce sont des logiques organisées. Nous sommes là, Monsieur le Ministre, pour vraiment clarifier les choses aux chefs d'entreprise qui nous regardent, ou aux porteurs de projets, ou à l'auto-entrepreneur. Donc vous n'aurez pas d'enveloppe. Non, il y aura surtout
personne pour renégocier ces enveloppes au cas où. Donc nous sommes là effectivement pour pouvoir donner des services de qualité à des gens qui le méritent, moyennant des procédures qui sont claires. Il y a tout un travail, je vous épargne les détails de nos manuels de procédure. Oui, certainement, ce n'est pas le but pour aujourd'hui. Et surtout une plateforme digitale, parce que les auto-entrepreneurs, par exemple, ne peuvent pas bénéficier, ce n'est pas des gens qui vont se déplacer tout le temps pour bénéficier des services. Il va falloir qu'ils fassent une partie de leur travail à distance. C'est pour ça que nous avons signé une convention entre Barid et le Maghreb, qui est le dépositaire, je dirais, du registre des auto-entrepreneurs, qui aujourd'hui sont sous la tutelle du ministère, avec l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences, pour pouvoir faire bénéficier ces auto-entrepreneurs des formations. Si elles sont groupées, ils sont de 2 000 dirhams par personne. Si elles sont individuelles, elles peuvent aller jusqu'à 10 000 dirhams par personne. Vous voyez, l'argent n'a jamais été le vrai problème dans nos politiques publiques. C'est le ciblage. Et c'est la gouvernance, monsieur le ministre. Qui découle de la gouvernance. C'est le ciblage. Oui. Et le ciblage, c'est-à-dire, on veut juste être sûr que les fédérations, parce que c'est un programme qu'on fait aussi avec la Confédération générale des entreprises du Maroc, et avec l'ensemble des fédérations qui adhèrent, des boulangers, des pâtissiers, tous les métiers, vous voyez ce que je veux dire, et des régions. Parce que l'intérêt de ce programme, c'est qu'il soit aussi émulateur du travail des régions. Vous savez qu'il y a 2 mois, toutes les régions ont soumis un peu pour validation, pour approbation, leur PDR, leur plan de développement régional. Et nous avons pris le temps de parler à chaque président de région pour lui dire que nous préparons des mesures du gouvernement et que nous voudrions que ces mesures ne soient pas en redondance avec ce que vous voulez faire au niveau de la région, parce que c'est une compétence de la région que de développer l'économie et les ressources humaines et la formation. Et nous leur avons dit, regardez ce que vous pouvez faire et nous viendrons en complément. Et si vous voulez gérer ce dispositif à travers les ANAPEC régionales, nous sommes prêts à le faire dans un cadre contractuel en attendant mieux. Et donc l'idée, c'est par exemple, je vous donne un exemple, une région peut imaginer, pas un technoparc, mais un parc pour les petits métiers qui sont nécessaires aujourd'hui chez toutes les familles dans les ménages. Et ce sont ces parcs-là où il y aurait des locaux par lesquels vont transiter un certain nombre de porteurs de projets, d'auto-entrepreneurs ou de petits entrepreneurs, qui seraient financés par la région, et on viendrait avec ce dispositif de location pour faire la péréquation à l'intérieur de ce parc-là, et on viendrait avec ces mesures de l'emploi pour aider, pour avoir des aides pour chacune des personnes qui créent son entreprise. On viendrait avec Tahfiz pour l'exonérer de l'IR et des charges sociales. Vous voyez comment ça se passe? Comment sera fait le choix sur ces entreprises et sur ces porteurs de projets, monsieur? Il y a plusieurs démarches à l'intérieur, parce qu'il y a pas mal de produits. En tout cas, c'est en gros, oui. Mais en gros, c'est soit des appels à manifestation d'intérêt, des gens vraiment la méritocratie. Écoutez, c'est la méritocratie, mais en même temps, nous sommes conscients que le besoin est important. Aujourd'hui, on a dimensionné pour 100 000, on pourrait trouver plus que cela. Mais c'est quelque chose qui, de toute façon, personnellement et en tant que gouvernement, nous fera plaisir. C'est-à-dire, s'il y a plus de demandes, ça veut dire que nous avons fait le bon choix et notre travail sera de faire des arbitrages budgétaires lors de la prochaine loi de finances pour donner plus de moyens à ce programme. Et donc, on aura gagné le pari à tous les niveaux. Oui. Alors, il se trouve que cette loi de finances, pour l'auto-entrepreneur, elle n'aide pas trop l'auto-entrepreneur, voire même elle le pousse pour repartir vers l'informel, et notamment vis-à-vis de la fiscalité, monsieur le ministre. Oui, cette question a été posée l'année dernière. Et effectivement, il y a eu 2 questions majeures. On ne va pas se voiler la face. Il y avait une question par rapport à l'auto-entrepreneur. Il y avait un seuil pour lequel l'auto-entrepreneur était tenu de verser 0,5% ou 1%, dépendamment de si l'auto-entrepreneur est dans les services ou dans l'industrie. Et ce seuil était de 50 000 dirhams, puis il a été repoussé pour atteindre 80 000 dirhams s'il avait un seul client. Mais il faut être conscient que nous sommes dans un monde où le travail décent est aussi un sujet. Et nous sommes dans un monde, et notre pays en particulier, a privilégié le dialogue social, et dans lequel nous voulons aussi protéger les intérêts des travailleurs et ne pas pousser les entreprises à contourner et à recruter des auto-entrepreneurs, donc fragiliser l'emploi. C'est des freelances, en fait. Voilà, des freelances, au détriment aussi d'un travail. Mais je veux être précis sur cette question parce qu'elle est sensible. Nous avons imaginé une réforme dans sa globalité. Elle n'est pas complète, mais elle est en train de se mettre en place. La composante fiscale n'est que la première partie. Il y a l'autre partie qui est le Code du travail. Ah ben justement, vous en parlez.
Voilà. On en est où de ce code du travail? Alors, on est le code du dialogue social, parce que bon. Oui, c'est un grand sujet. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. D'en parler dans une autre émission, mais en tout je cas, vous donne quand même juste, voilà. oui. Non, le sujet est très simple. C'est que pour pouvoir aborder la question de l'auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas l'aborder de façon séparée et fragmentée. Il faut l'aborder dans le contexte du recrutement général, de l'intérim, qui est l'autre pan du sujet, d'accord? Et ce sont les trois sujets, travail salarié, intérim et auto-entrepreneur, qu'il va falloir aborder comme étant un bloc à part entière pour être sûr qu'on délivre le bon message à la fois à nos ressources humaines, aux jeunes Marocains, aux Marocaines, jeunes ou pas d'ailleurs, mais également aux entreprises parce qu'elles ont aussi des impératifs de compétitivité qui sont posés. Par exemple, surtout pour des secteurs comme le tourisme. Là, vraiment, c'est une question centrale, monsieur le ministre. Mais c'est un sujet pour lequel il n'y a pas eu de réforme pendant 19 ans. Parce que j'ai pensé au tourisme, si vous me permettez, monsieur le ministre, parce que c'est vraiment le secteur qui est en train de foisonner, alhamdoulilah, avec les arrivées, etc. Mais il faut aussi la ressource qui l'accompagne. Mais pour qu'il y ait la ressource qui l'accompagne, il faut aussi un cadre juridique pour cet emploi. Il y a le cadre juridique, mais il y a aussi la formation qui est un autre sujet pour le tourisme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pays aujourd'hui qui demandent des centaines de milliers de ressources humaines qualifiées. Et nous avons aussi cette pression de la part d'un certain nombre de pays pour offrir des conditions meilleures à beaucoup de nos concitoyens et de vider l'économie marocaine. Donc, nous sommes un gouvernement responsable. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, nous regardons les sujets dans leur globalité. Ça prend un peu de temps, c'est tout à fait normal. Mais, alhamdoulilah, nous sommes à 1 an et demi du gouvernement et déjà 2 programmes Aourache et 100 000 entrepreneurs, le dialogue social qu'on a poussé, qui a permis d'avoir des accords importants dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'enseignement supérieur, mais également un apaisement malgré les difficultés, malgré l'inflation, malgré beaucoup de sujets. C'est grâce au travail qu'on a fait l'année dernière qu'on continue à discuter, regarder d'autres pays, regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Pour être précis sur votre question, le dialogue social permettra d'aborder dans les semaines qui viennent, Inch'Allah, la question du code du travail. Et le code du travail tel que programmé va permettre aussi d'aborder la question de l'auto-entrepreneur dans sa globalité, mais également des questions de l'intérim. Nous sommes à l'écoute des entreprises parce qu'elles permettent de créer de la valeur ajoutée et de garder le Maroc fort, mais nous sommes également à l'écoute des travailleurs et des travailleuses, et c'est fondamental pour que ces gens-là puissent trouver des conditions dignes et décentes, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des logiques purement alimentaires. Il faut absolument que nos concitoyens puissent construire des projets de vie dans lesquels il y a un mariage, une maison. Ben oui, parce qu'un intérim ne peut pas prendre un crédit bancaire, monsieur le ministre. Voilà. C'est pour Par exemple, ça c'est la base. Vous avez parlé de mariage, de fonder un foyer. Effectivement. L'intérimaire aujourd'hui n'est pas en mesure de faire cela. En tout cas, la bonne nouvelle, ce sont des sujets qui n'ont pas été touchés par les anciens gouvernements pendant plus de pratiquement 2 décennies. Nous avons eu le courage de les aborder dans une conjoncture économique internationale sans précédent, et nous le ferons. Nous avons commencé et nous allons aboutir à ces résultats. Et c'est bien si vous nous donnez des nouvelles de temps en temps. Et d'ailleurs, je vous remercie encore une fois de répondre à nos questions, de venir sur le plateau de questions d'actu, monsieur le ministre, parce que ce sont des questions que se posent des millions de Marocains. Alors, vous avez parlé de cela, et encore une fois, je reviens à cette multitude de programmes gouvernementaux. Donc, chaque département y va du sien pour justement proposer, mettre en place des mesures. Est-ce qu'il y a une réelle convergence entre tous ces programmes gouvernementaux en faveur de l'emploi, en faveur de l'entreprise, monsieur le ministre? Je vais être honnête avec vous, c'est quelque chose que nous sommes en train de construire, parce qu'elle n'a jamais existé auparavant. Vous connaissez tous les rapports. La question de la convergence des politiques publiques a toujours été problématique pour notre pays. Nous avons aujourd'hui un ministère qui s'en charge, mais dans les secteurs, c'est un vrai sujet. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, plusieurs expériences dans le monde. Généralement, il y a toujours eu une entité qui coordonne, les questions entrepreneuriales pour avoir un minimum de convergence et de coordination. Cette entité, elle a été créée dans ce gouvernement, c'est ce ministère-là, en coordination avec le ministère des Finances, avec un certain nombre de ministères. Mais il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat est un acte productif. C'est-à-dire que les entrepreneurs, ils existent dans les secteurs. Un entrepreneur dans l'industrie, un entrepreneur dans le digital, un entrepreneur dans l'agriculture, un entrepreneur dans le tourisme, un entrepreneur dans le social, etc., dans les domaines de la santé, etc. Donc ça serait complètement irresponsable
de venir vouloir faire un truc à la soviétique pour pouvoir diriger l'entrepreneuriat à partir d'un bureau à Rabat dans un ministère, quelque important soit-il. Donc c'est pour ça que nous développons des programmes inclusifs dans lesquels il y a une interaction pour qu'il y ait redirection des flux d'entrepreneurs qui sont dans l'agriculture, qui sont dans le tourisme, qui sont dans la santé, vers ce genre de programme transverse pour pouvoir donner à ces entrepreneurs, toutes catégories confondues. D'ailleurs, dans la gouvernance de ce programme, pour vous donner un exemple concret, ce sont des comités régionaux. D'ailleurs, dans la gouvernance de ces programmes, ce sont des comités régionaux qui se réunissent et dans lesquels les secteurs sont représentés. C'est-à-dire, quand il s'agit de donner de l'aide par vague pour un secteur particulier, il faut que les représentants de ces secteurs sur le territoire soient dans la commission qui va distribuer, je dirais, l'enveloppe sous forme d'aide, dépendamment des formations, du loyer, etc. Donc, c'est un peu l'approche. Maintenant, la gouvernance à l'échelle nationale en relation avec l'emploi, elle est prévue également, et ça fait partie des choses dans le dialogue social. Malheureusement, ça n'a jamais fonctionné, je vais vous le dire. Auparavant, il y a un comité interministériel qui devait gérer les questions de l'emploi, regarder avec les ministres des secteurs productifs où en sommes-nous. Sur les 15 dernières années, ça a été toujours prévu, ça n'a jamais vu le jour. C'est quelque chose qui va voir le jour incessamment. Vous voyez que je suis par moments prudent dans mes déclarations pour une raison très très simple, c'est que je respecte les syndicats et le patronat qui sont des partenaires, et vous imaginez derrière que nous sommes en négociation sur pas mal de sujets et que nous allons annoncer. Le dialogue social est toujours d'actualité. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce qu'on aura des annonces pour bientôt, Monsieur le ministre? Inch'Allah, nous dans un avenir proche. Très proche, Inch'Allah. Très proche. Je voudrais peut-être finir aussi, parce qu'on a parlé de convergence, il y a aussi une convergence, parce que, encore une fois, vous avez parlé de cela, mais il y a une réalité, chaque département, il a des objectifs à atteindre parce qu'il s'est engagé. Chaque ministre, en l'occurrence, s'est engagé pour atteindre tel ou tel objectif. Et il y a le financement étranger, et on sent quand même, c'est un peu éparse, Monsieur le ministre. Parce que là, on parle bien sûr du budget de l'État, mais il y a des fonds qui nous viennent de l'étranger ou d'agences internationales. Mais du coup, c'est un peu éparse. Est-ce que ce n'est pas une perte d'énergie, finalement? Vraiment, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est un vrai sujet. Il y a trois sous-problèmes. Il y a un problème d'argent, c'est-à-dire que quand vous regardez la somme des enveloppes mobilisées par le biais de la coopération internationale, elle est importante. C'est des centaines de millions d'euros ou de dollars. Mais quand vous regardez l'impact, c'est très éparpillé sur les territoires, avec un foisonnement d'acteurs locaux qui travaillent, qui font des choses intéressantes, mais qui ratent généralement l'enjeu de l'échelle, des échelles. Donc notre premier devoir, effectivement, c'est de dire à tous nos partenaires, nous avons un cadre comme celui de Ana Moukawil pour les 100 000 entrepreneurs, nous avons des procédures de dépenses qui sont fluides, et c'est ça l'enjeu pour nous, pour qu'on ne ramène pas de bureaucratie dans ce qu'on fait, et qu'au lieu de venir avec votre argent, de le dépenser à votre façon, et avec vos experts, écoutez, on ne peut plus travailler de cette façon-là, on vous invite à venir travailler avec nous, à verser votre argent dans le réceptacle qui est celui préparé par les autorités publiques marocaines pour pouvoir servir des objectifs en tenant compte notamment de vos spécificités, parce que vous imaginez que chacun des partenaires a ses spécificités. Le deuxième sujet est un problème de gouvernance. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de réunions de comités de pilotage, etc. C'est une perte de temps incroyable et franchement, pour un résultat très, très, très maigre. Et troisième chose, et pas des moindres, et c'est la dernière, ce sont les circuits d'accompagnement. Parce que tout le monde vient à la West Side Story, tout le monde est content pour faire une chanson, pour dire, allez, on va faire ça, on va accompagner les gens, etc. Et chacun vient avec une façon d'accompagner, avec des dispositifs, avec des systèmes, etc. Et franchement, on ne capitalise pas sur ces sujets-là. Donc l'étude qu'on a faite, elle a permis de ressortir les pratiques. Pour capitaliser, il faut auto-évaluer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. On a fait ce travail, effectivement. On a fait un bilan. On a fait déjà un benchmark, puis un bilan. Et puis, je ne vous cache pas, il n'y a pas mieux que de responsabiliser les acteurs sur place, sur des résultats tangibles. Et comme ça, vous êtes sûr qu'en matière de création, en matière de viabilisation, parce que beaucoup s'arrêtent à la création d'entreprises, mais la viabilisation. Et puis il y a des pays, on a fait un benchmark, qui se concentrent sur ce qu'on appelle les centres de traitement de problèmes. C'est-à-dire des guichets où les entreprises viennent quand ils ont des problèmes après quelques années d'existence. Je ne vais pas vous
vous bourrez de concepts de la Silicon Valley. Mais ceux qui s'adaptent à notre réalité. Mais c'est notre réalité qu'on veut construire. J'ai failli oublier la question sur le nouveau modèle de développement. Quels sont les... Alors, juste pour rappeler peut-être quelques enjeux cruciaux à l'horizon 2026 selon ce nouveau modèle de développement, il s'agit, en ce qui concerne l'entrepreneuriat notamment, améliorer la compétitivité des entreprises, repenser le rôle de l'État, là on en a parlé tout à l'heure, repenser le cadre macroéconomique, réorienter les politiques économiques en faveur de la croissance, bâtir un cadre de confiance et de responsabilité et réformer le mode de gouvernance institutionnelle, politique et territoriale, déconstruire l'économie de rente, transformer la culture entrepreneuriale. Pour finir, Monsieur le Ministre, ce programme, Ana Moukawil, 100 000 entrepreneurs, combien de cases coche-t-il sur les 7 que je Pas mal, franchement, pas mal. Et ce n'est que le début. D'abord, la culture entrepreneuriale, parce qu'il y a l'éducation à l'entrepreneuriat, il y a le financement à l'entrepreneuriat, il y a l'accès au marché, il y a un certain nombre de choses. Le nouveau modèle de développement, il vient avec un changement de paradigme. C'est-à-dire, on travaillait d'une certaine façon, on veut travailler d'une autre façon. C'est exactement par quoi nous avons commencé l'émission avec vous. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire de l'entrepreneuriat sous le prisme de l'emploi strictement? C'est très réducteur. Donc on va vers les diplômés chômeurs, on va vers ce genre de choses. On va faire l'entrepreneuriat comme dynamique de la société, comme choix de la société. Et par conséquent, il faut assumer. Et c'est là où viennent tous les sujets que vous avez évoqués du nouveau modèle de développement. Donc, la première des choses que nous avons faites pour le programme Ana Moukawil, c'est de mobiliser les acteurs. Nous avons signé 7 conventions. L'une des conventions majeures que nous avons signées, elle a été signée avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Parce qu'on s'est dit, avec Simiraoui, qu'on ne va quand même pas s'amuser à créer de nouveaux espaces pour l'entrepreneuriat. Ça demande énormément d'argent, on perd énormément de temps. Et puis c'est de la pierre. Et c'est de la pierre, exactement. Voilà. Parce qu'on a beaucoup investi dans la pierre et pas assez dans le capital immatériel donc, qui est l'humain. Tout à fait. Alors la pierre, on en a. Donc utilisant la pierre qu'on a, nous avons énormément d'instituts de formation, dans la formation professionnelle, dans les universités. Deuxièmement, il faut aller sourcer là où la population existe, mais pas en fin de parcours, pas en fin de cycle. Et il faut absolument, et nous allons travailler ensemble pour pouvoir aussi travailler sur les curricula, pour pouvoir aborder l'entrepreneuriat, non comme étant, je dirais, un module, je dirais, scolaire, mais comme étant une ouverture qui donne à la personne un trait de la personnalité et qui lui offre une possibilité de découvrir une vocation. Il y a des pays qui ont fonctionné comme ça et les meilleurs entrepreneurs viennent de cette façon-là. Mais en même temps, nous ne sommes pas sur des entrepreneurs qui ont inventé des choses. Nous sommes sur un entrepreneuriat populaire qui correspond à un bon ciblage et un bon dosage autour de la demande du marché. Donc voilà. Cette convention signée, donc après les signatures, on entend souvent les conventions, etc. Alors voilà, les conventions... Parce que, Monsieur le Ministre, oui. je me permets de vous poser cette question parce que on parlait de confiance et tout. Qu'est-ce qui est de concret après la signature de ces conventions? Les conventions n'ont été signées qu'après avoir fait le travail. Ça fait 6 mois qu'on travaille. Non, on ne se serait jamais hasardé à faire une annonce. D'abord, des agences sont là. On a présenté devant l'auditoire plus de 200 personnes qui sont sur le territoire marocain, qui ont été formées avec une valise pédagogique. 2 plateformes digitales sont déjà prêtes et opérationnelles. D'accord ? Les budgets sont mobilisés. D'accord ? Alors les signatures, elles viennent parachever le travail pour pouvoir autoriser un échange de données, parce que vous ne pouvez pas donner une offre à un auto-entrepreneur si vous n'avez pas le fichier. Or, le fichier, il est chez Barid El Maghrib, et Barid El Maghrib doit pouvoir, en conformité avec les règles de la CNDP, travailler avec l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences pour pouvoir aiguiller l'aide vers ces auto-entrepreneurs. Je vous donne un exemple concret, je voulais vous épargner les détails, mais est-ce que les gens sont inscrits? Est-ce qu'ils ont payé? Est-ce que le registre est mis à jour? Avant de pouvoir procéder à l'appel à manifestation d'intérêt pour que les gens qui se déclarent être auto-entrepreneurs soient vraiment conformes au statut de l'auto-entrepreneur, paiement inclus auprès de Barid El Maghrib. Et de toute façon, ce seront des produits d'appel, Inch'Allah, qui vont permettre à une grande population qui aujourd'hui n'est pas dans le scope de pouvoir venir et pour pouvoir bénéficier de ces services-là. Je vais finir par la première question. On parlait de définition. Vous avez été, en tout cas, entrepreneur, mais on reste entrepreneur dans l'âme, Monsieur le Ministre. Quelle est vraiment la clé de succès d'un entrepreneur? Je ne parle pas au ministre, mais je parle
à l'entrepreneur, si vous le permettez? Écoutez, c'est la patience, c'est quoi? Un entrepreneur, vous n'êtes réellement entrepreneur que lorsque vous avez vu l'échec, que vous avez vécu l'échec. Parce que quand vous avez vécu l'échec, vous avez compris quels sont vos amis, quels sont les moyens que vous pouvez mobiliser, quelles sont les limites de votre manière de penser, de vos finances, quelles sont les limites de votre famille, du support familial. Et donc, c'est ça l'entrepreneur déjà. Et je pense que la plus grande qualité chez un entrepreneur, c'est une capacité, c'est une persévérance par rapport au dogme de la société, par rapport à l'image sociale. Si je veux, en démarrant mon entreprise, rouler dans une voiture qui coûte je ne sais combien, prendre la business class, et forcément, je ne le fais pas pour l'entrepreneuriat, je le fais pour l'image sociale. Et cette image sociale va me pénaliser. Parce que quand je n'arriverai pas, au bout de 6 mois de travail, à mobiliser ces moyens, à les montrer à ma famille ou à mes amis, je vais décider que j'ai échoué, alors que ce n'est pas vrai. Peut-être que mon projet a besoin de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Donc l'ambition est bonne, mais il ne faut pas la confronter à l'image sociale et qui peut détruire, je dirais, le chemin d'un entrepreneur. Et on l'a vu chez beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé très petits et qui ont fini par être des fortunes mondiales bien méritées. Exact. On le souhaite en tout cas à ces entrepreneurs, femmes et hommes, dans ce programme de 100 000 entrepreneurs Ana Moukawil, qui vient donc d'être lancé, opérationnel. Nous souhaiterons bien sûr faire un bilan d'étape, si vous le permettez, avant 2026, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre présence avec nous et de répondre à nos questions et aux questions bien sûr des Marocaines et Marocains. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. C'était un question d'actu spécial entrepreneuriat. Très bonne soirée à tous.